Quel est l'objet de l'art? Êtes-vous sûr que vous-même, vous considérez un noir du même œil qu'un blanc? Je vous ai compris! Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2 et on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale où j'ai le plaisir d'accueillir un artiste du collectif Acté, Benoît Pierre. Bonjour à vous. Bonjour Romain. Aujourd'hui, nous parlerons de l'œuvre que vous avez décidé d'exposer dans le cadre de votre duo Rassemblés Morcelés 2 avec Fanny Guérino dans le lycée pilote innovant international. Je le disais donc en introduction, mais vous avez décidé d'exposer votre œuvre La Caverne au LP2I. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de cette œuvre et décrire votre parcours artistique jusqu'ici ? Oui, alors je vais d'abord peut-être parler de l'œuvre et puis j'en reviendrai peut-être après au parcours parce que la chose est souvent reliée entre l'œuvre et puis le parcours de l'artiste, particulièrement sur cette œuvre-là qui fait partie d'un projet que je mène depuis 2015 qui s'appelle National Story Kit. C'est, si on en donnait une traduction, ça serait le roman national en kit. C'est né à la suite d'une expérimentation dans mon atelier sur un manuel scolaire des années 80 qui a été réédité dans les années 90 pour des CM2. Et quand j'ai ouvert ce manuel, je suis tombé sur le sommaire « Nos ancêtres les Gaulois ». Et l'ensemble de cet ouvrage était un peu dans le même registre, d'un point de vue un peu univoque, uniformisant de notre histoire française, quoi. Et en tournant la page du sommaire, il y avait la carte du monde. Alors je me suis amusé du coup à découper la carte du monde. Et puis après, quand on remet la page du sommaire, ça fait Nos ancêtres les Gaulois et la carte du monde. Voilà, c'est un peu comme ça que le projet est né, sur une espèce d'expérimentation, sauf que ça s'est fait au moment du contexte des attentats de Charlie Hebdo. Et suite à ces attentats, l'émission d'histoire sur France Culture le matin, La Fabrique de l'Histoire, a titré pendant une semaine « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Et donc chaque jour, je continuais à découper, à forer dans le manuel scolaire, à extraire des fragments, à morceler. Mais en même temps, j'entendais ce qui était dit par les divers historiens sur la notion d'héritage. Et quelque chose se mettait vraiment très fortement en relation, pour ne pas dire en adéquation, avec cette question de l'éducation, la transmission et la réalité après de nos comportements ou de notre représentation du monde, quoi, je dirais. Voilà, donc ce projet est né comme ça. Et il est resté à cet endroit d'aller presque comme un archéologue forer dans les manuels scolaires et trouver la matrice, en fin de compte. Chercher dans la matrice qu'est-ce qui constitue notre héritage culturel. Et à la suite de ça, je déploie différentes formes. Donc là, ici, aujourd'hui, c'est une forme parmi une dizaine maintenant différentes. Donc là, c'est la forme installation, où dans le contexte scolaire dans lequel on est, Julie Viennot et M. Raffi m'ont mis à disposition des appareils qui ne servent plus, les rétroprojecteurs, mais qui étaient des outils pour la pédagogie projetée. Donc, à partir de ces éléments-là, je déploie les pochoirs des manuels, enfin, qui sont transformés comme des espèces de pochoirs, et se déploie une espèce de caverne d'héritage historique. Donc ça s'écarte de la caverne de Platon où on ne verrait que nos propres ombres. À l'époque d'aujourd'hui, je pense qu'on voit aussi l'héritage culturel qui se projette et qui nous a pénétrés
avant de ensuite investir nous-mêmes le monde. D'accord. Et vous parliez donc d'éducation. Vous avez dit que vous avez été donc voir des CM2. Est-ce que vous voyez une importance et quelque chose d'intéressant à aller voir des lycéens et aussi leur parler d'art à travers donc cet héritage culturel? Bah oui, là dès l'ouverture hier de l'exposition au public des secondes et premières, mais aussi des terminales, puisqu'il y a des terminales qui sont passées spontanément dans la galerie à la suite de leur cours de philosophie. Voilà, il y a un public absolument privilégié qui, en plus, visiblement, a une grande curiosité sur ces problématiques liées à l'héritage culturel. Donc on a déjà un niveau d'échange vraiment très intéressant. Et donc c'est très enthousiasmant pour moi d'apporter cet élément-là aujourd'hui comme une mise à disposition finalement du dispositif et de venir en confrontation avec les lycéens, et pas seulement les lycéens, tous les publics qui constituent cet établissement, pour mettre en vis-à-vis le collectage que Fanny Guérino a déjà entamé, mais va accentuer à partir de demain, le ressenti actuel mis en vis-à-vis avec cette question du programme politique et pédagogique qui est mis en jeu dans ces matériaux-là. Donc l'idée en partie avec peut-être l'option d'art plastique, c'est de chacun aller chercher sur des thématiques qui vous concerneraient plus que d'autres, de vous investir et de prendre la main sur ce dispositif qui pourrait aller jusqu'à une installation sonore. Voilà, parce qu'on peut travailler à la fois les fragments visuels en vis-à-vis avec des fragments sonores, les combiner, les mixer. Et ça, peut-être, ça pourrait donner lieu aussi à une performance, une espèce de live visuel et sonore. Très bien. Et donc, vous l'avez dit, c'est quand même une thématique qui revient beaucoup aujourd'hui. On sait que l'histoire de l'art avec un grand H a souvent servi d'engagement. On peut reconnaître les artistes Pascal Martin Taillou ou bien Ernest Pignon-Ernest. Est-ce que vous considérez vos œuvres comme des œuvres engagées en étant un artiste engagé? Alors, cette question-là cette façon d'aborder les choses, de l'art engagé ou d'un positionnement politique dans mon travail, dans mes œuvres, je le situe de manière assez récente. Et c'est venu, je pense, en particulier avec ce projet-là, où il s'est mis en confrontation avec une expérience de vie, c'est-à-dire au début des années 2000, je suis parti enseigner l'art en école des beaux-arts à La Réunion. Et ce basculement dans l'hémisphère sud, dans cette France que je ne saurais pas réellement nommer, comme étant dans les manuels scolaires, c'est les territoires éloignés, les territoires outre-mer. Il y a eu tout un tas de formulations qui renvoient au fait que c'est toujours connoté de nommer les choses d'une certaine manière. Donc, ce qui était sûr, c'est que nos ancêtres les Gaulois, sur l'île de la Réunion, il y a quelque chose qui ne connecte pas bien, on pourrait dire. Voilà. Et donc, je pense que c'est cette expérience dans mon parcours de vie qui fait que de retour en métropole, il y a une conscience politique qui s'est développée en moi et qui m'amène aujourd'hui à introduire ça dans mon travail, tout en maintenant une exigence esthétique importante, parce que sinon je situerais pas très bien en quoi ça serait de l'art, quoi, finalement. Voilà, donc je fais très attention à ne pas basculer dans le manifeste, de rester à l'endroit du questionnement
et puis aussi d'inviter à une certaine poésie, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de poésition, quoi. C'est-à-dire d'essayer de rapprocher notre position au monde et un positionnement poétique qui, moi, me paraît le plus juste pour moi-même, en tout cas. Voilà. Et est-ce que le fait donc d'avoir scruté un petit peu comme ça plein de manuels d'histoire a fait changer aussi votre engagement et vous vous êtes rendu compte de pas mal de choses sur nous, ce qu'on nous enseigne en histoire-géographie et ce que le gouvernement aussi, par les programmes scolaires, veut nous enseigner? Alors là, Alors là, c'est intéressant aussi de travailler dans un établissement scolaire. J'espère avoir des partenariats avec les enseignants, parce que d'une certaine manière, moi, je n'ai pas une démarche très scientifique par rapport aux manuels scolaires, bon, même si certains, je les identifie mieux que d'autres, entre autres, et présenté dans la galerie, dans les vitrines, un manuel qui m'a particulièrement intéressé au moment où je préparais l'exposition Ère glaciaire, qui avait comme principale préoccupation quel héritage par rapport au comportement face au changement climatique quand on est un enfant des 30 Glorieuses, quoi. Et donc là, j'étais tombé sur un manuel de 1972, qui était donc le programme pour 1973. Ce manuel scolaire, donc avant le premier choc pétrolier, le premier choc énergétique, a un positionnement complètement unilatéral concernant la confiance totale dans le progrès technique qui résoudrait tous les problèmes des hommes, dans l'industrialisation, y compris de l'agriculture, qu'il était souhaitable d'exporter aux pays du tiers-monde pour résoudre la question de la faim dans le monde. Bon, enfin voilà, tout un tas de questions dont on entend énormément parler aujourd'hui étaient condensées, concentrées dans ce manuel qui était là destiné aux secondes. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que on est 4 ans après mai 68, donc il y a un certain nombre de cartes, on le voit dans les vitrines, qui peuvent vraiment poser question quant à la question aussi des migrations et de l'immigration. Et on voit que donc dans les manuels scolaires, effectivement, il y a un projet politique qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, peut réellement questionner. Alors c'est toujours facile après d'aller voir dans le passé et de faire une critique en décontextualisant, mais quand même, c'est-à-dire en contexte, 1972, c'est aussi le rapport de Rome avec Denis Meadows qui propose 7 scénarios pour la planète. Donc les scientifiques ont une forte conscience que les choses ne peuvent pas continuer comme ça sur un monde fini, dont les ressources ne sont pas donc infinies. Et aujourd'hui, Denis Meadows, qui est un vieux monsieur, nous dit qu'on a, parmi les 7 scénarios, on a choisi le pire. Donc il y a quelque chose aussi qui m'importe beaucoup aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité. Donc il y a un moment donné, effectivement, on a la responsabilité de laisser passer un certain nombre d'informations à travers différents médiums qui peuvent être les manuels, mais aussi les journaux, le support radio. Donc on est en responsabilité par rapport aux informations qu'on diffuse et quant à la teneur, la direction qu'on donne, quels sont nos objectifs, quoi. Ça me paraît assez important aujourd'hui d'aborder ça justement en contexte scolaire, à un endroit où je pense qu'on peut avoir des échanges assez riches concernant toutes ces questions. Et est-ce que vous, de manière contemporaine, vous pensez que les manuels scolaires arrivent maintenant à donner une vision un peu plus claire et surtout un peu plus vraie de ce qui se passe réellement? Alors, maintenant, je crois qu'on utilise de moins en moins les manuels scolaires, donc on est sur d'autres supports. Bon, mais quand même, il existe encore des éditions papier. Et évidemment, il y a une évolution que je constate,
pas de manière scientifique, mais je vois quand même bien passer des choses, entre autres la présence des images à l'intérieur des manuels. Entre les premiers manuels que j'ai collectés, qui datent des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il y a une omniprésence de l'image et entre autres de la photographie qui s'est fortement accentuée à partir des années 60-70. Et aujourd'hui, le texte, le récit, j'ai envie de dire même, ou le commentaire, a beaucoup diminué en proportion par rapport à la question des images. Donc ça, c'est ce genre de confrontation que j'aimerais bien avoir avec les enseignants, parce que c'est forcément une évolution de la pédagogie. Il semblerait qu'on s'appuie beaucoup sur les images pour parler d'histoire, pour parler de géographie, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc ça peut poser question, et ça serait intéressant de se poser la question ensemble. Voilà. Après, ce que je vois sur les contenus qui m'intéresse beaucoup dans l'évolution, c'est que on est plus sur des thématiques ou des problématiques, ce qui n'était pas le cas dans les manuels avant, où les choses étaient très chronologiques, très segmentées, partie par partie, avec souvent une histoire, en fin de compte, une histoire des guerres racontée par les vainqueurs. Donc c'est ce qui aussi a pu me préoccuper par rapport à la question de la colonisation. Revenant de la Réunion, on n'a pas cette histoire-là dans les manuels, vue de l'autre côté du monde. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de parler de ça. Mais donc la question des ponts, des ricochets de l'histoire ou des thématiques transversales, ça, visiblement, c'est quelque chose qui a évolué, mais je pense qu'un enseignant d'histoire géo pourrait en parler beaucoup plus facilement que moi, quoi. Oui, donc du coup, depuis tout à l'heure, on parle, c'est vrai, de manuels scolaires, d'histoire, etc. Est-ce que vous pensez agrandir ce projet-là à d'autres formes de littérature imagée? On peut penser au manga, à la bande dessinée. Alors, oui, ça démarre pour moi. Donc, il y a... on le voit aussi dans une deuxième vitrine de l'exposition. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une bande dessinée d'histoire, de nouveau l'histoire des guerres. Donc j'ai commencé aussi à travailler des forages à l'intérieur des BD. Et là, je suis assez enthousiaste sur l'aspect plastique. Là où j'ai un matériau beaucoup plus ingrat avec les manuels scolaires. En fonction des époques, le graphisme et le choix iconographique est plus ou moins agréable, j'ai envie de dire, esthétique. Bon, et là, cette bande dessinée, elle a vraiment un fort potentiel et qui, du coup, de par les forages, met en connexion finalement l'ensemble des guerres du milieu du XXe siècle, quoi. Donc ça m'intéresse beaucoup de faire croiser ces choses-là sous forme un peu de cut-up. Et est-ce que du coup, vous, donc, dans quelque chose de plus plastique, vous pensez que vos œuvres s'inscrivent dans un milieu artistique, dans quelque chose d'artistique qui est déjà fait, qui a déjà été fait, ou alors vous considérez que vous faites quelque chose de nouveau qui s'appuie sur des œuvres ou des artistes qui ont déjà existé? Bon, ben, le nouveau en art est toujours un peu à questionner. Finalement, j'ai l'impression, pour pas paraphraser Deleuze, mais on fait toujours des assemblages ou des réassemblages. Donc, évidemment, je suis très chargé des héritages des deux avant-gardes du XXe siècle. La première avec effectivement les espèces de photomontages qu'on a pu connaître au début du XXe siècle. Et la deuxième avant-garde, comme je disais tout à l'heure, le cut-up qui a été un peu inventé par William Burroughs et Brian Gysin, et dont je pense ouvrir d'autres perspectives avec le même point de départ. Voilà. Donc là, ça m'intéresse aussi de déployer ça sur l'espace, sur tout l'espace de l'exposition, d'avoir une pièce qui est très immersive. Donc on a parlé de l'antenne magique à l'échelle du corps, quoi.
Bon, maintenant, j'en attends aussi des développements avec les lycéens sur le mouvement, la couleur, plein de potentiels différents. Donc après, oui, ce qui est nouveau, c'est de vivre une chose en ce moment avec de nouvelles personnes. Bon, après, les moyens plastiques qu'on se donne, je crois qu'ils ne sont pas particulièrement nouveaux, quoi. L'autre héritage qui me constitue, c'est évidemment le cinéma expérimental et le cinéma expand, c'est-à-dire un cinéma qui ne se réduit pas à l'écran devant nous et qui ne met pas le spectateur en situation statique, assise, mais dans la possibilité de s'approprier différents points de vue, voire même d'être traversé par le faisceau lumineux, qui donne plein d'autres points de vue dans le monde. Et ça me convient très très bien. Et c'est pour ça que l'invitation à une œuvre participative, collective, collaborative, me paraît pertinente aujourd'hui, quoi, complètement pertinente, donc j'en espère beaucoup. Bien sûr. Et donc du coup, vous avez pu le dire, donc vous êtes en duo, rassemblé morcelé 2 avec Fanny Guerino. Comment est venu ce duo? Comment vous êtes mis en duo avec Fanny Guerino? Alors, le collectif ACT, c'est 10 artistes, 11 aujourd'hui. Mais le projet Rassemblé a été une première exposition qui a été faite à Limoges, à la vitrine, sur l'invitation du collectif d'artistes Laquies. Et donc ça a été le moment où on a construit une exposition collective de l'ensemble du collectif, un petit peu coordonnée par Florian Delassalle, qui en a assuré le commissariat. Et à la suite de ça, quand on a rencontré M. Raffi, Mme Marcousi, on a proposé de faire venir le projet au LP2I. À la fois, on avait déjà préparé des conversations d'artistes et était apparu que Fanny et moi, nous étions sur le terrain du politique avec 2 points de vue différents. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant pour créer une dialectique. Il faut qu'il y ait un écart. Donc on n'est pas un duo fusionnel, j'ai envie de dire. C'est plutôt un duo qui est sur l'écart, tant sur les formes ou sur le propos, ou même sur la temporalité, puisqu'elle est très inscrite dans le ressenti du temps présent. Alors que moi, je suis plus dans le questionnement à partir des documents passés. Donc ce travail de duo, il va comme ça se mettre en conversation, j'ai envie de dire, quoi. Ce qui sera pas le cas de tous les duos. C'est-à-dire que le précédent sur le paysage, alors qu'ils n'avaient jamais réellement exposé des pièces anciennes, à un moment donné, on a vu que dans l'accrochage entre Dominique Robin et Julie Monet, on ne savait plus à qui étaient les œuvres. C'était assez extraordinaire comme moment, quoi. Donc, effectivement, ils se sont rencontrés dans quelque chose qui est très proche l'un de l'autre. Donc là, ça ne sera évidemment pas le cas entre Fanny et moi, mais je crois que c'est intéressant que tous les duos qui vont avoir lieu soient dans des registres différents, et là aussi ouvre des perspectives différentes dans les confrontations, voire les frictions. Je trouve que c'est intéressant en art de ne pas forcément être d'accord, quoi. Ça, je crois que c'est bon, voilà. Moi, ça me plaît bien, quoi, d'être dans cette situation-là. Bon, on arrive bientôt vers la fin. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire? Qu'est-ce que je pourrais dire comme dernier mot? Je suis un peu pris de court. Ça fait penser un peu aux questions du matin qu'on pose aux artistes. Comment vous sentez-vous? Voilà. Donc, le soleil est revenu, donc ça, c'est pas mal. Je suis vacciné depuis hier. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vraiment beaucoup s'amuser ensemble et mener des aventures, quoi, des découvertes. Voilà. Je l'espère aussi. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie tout particulièrement vous, Benoît Pierre, d'avoir répondu à mes questions. Je remercie Justine pour la technique et on espère retrouver les lycéens dans la cour intérieure demain à partir de 16h pour l'inauguration.
Au revoir à tous.